Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié à l'actualité des Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission, mais aussi échanger avec nous. Envoyez-nous vos questions, vos commentaires, vos états d'âme. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec nous. Cette semaine, dites-nous si vous êtes plutôt dans la team play-in, vous voulez voir les Mavs faire le play-in, faire les playoffs, ou si vous êtes plutôt dans la team tanking, vous espérez que les Mavs vont chercher le tour de draft le plus haut possible. On va en discuter aujourd'hui avec la team Howdy Mavs. On va commencer par Quentin. Salut Quentin. Salut Bernd, salut tout le monde. Alors les amis, il faut savoir que aujourd'hui c'est exceptionnel parce que Nico et Bernd ont fait l'effort de se lever à 6 heures du mat pour qu'on puisse enregistrer ensemble parce que c'était pas possible pour moi à l'horaire habituel. Donc s'ils sont un peu endormis dans leur voix, c'est normal, faut pas leur en vouloir. Euh, Merci à vous en tout cas d'avoir fait l'effort pour qu'on puisse se retrouver à cet horaire pour qu'on puisse débriefer les deux matchs. Il y a quand même des choses à dire. Et puis ma foi, cette saison, mine de rien, touche déjà à sa fin. C'est assez fou. C'est quand même passé vite malgré les différents problèmes qu'on a eus. Mais bon, on continue d'être là. Ouais, il faut savoir que les États-Unis, on se lève quand même plus tôt qu'en France. C'est vrai. On démarre les journées plus tôt et c'est le cas de Nico. Salut Nico. Ouais, salut les amis. Effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu l'opération de nuit là. Donc, si on n'a pas la même voix habituelle, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je dirais qu'on n'a pas eu les croissants et le café, mais ça va aller mieux rapidement parce que on a maté le match hier soir et j'étais content de voir les Mavs gagner. Ah, on a un petit indice de ce qui va se passer dans l'émission. En tout cas, pendant cet épisode, on va parler bien sûr de est-ce que vous voulez tanker, est-ce que vous voulez gagner. On va aussi parler de peut-être un joueur qu'on va signer le 10 avril. Peut-être qu'un two-way player comme Brandon Williams ou Kai Jones pourrait venir à Dallas, signer à Dallas. Et puis, on va parler de ce match de la semaine prochaine contre les Lakers. C'est un peu le dernier événement majeur de cette saison régulière pour les Mavs. Donc, on va faire une petite preview de ce qui va se passer. Mais commençons déjà notre débat suite au match d'hier soir contre les Hawks. Une victoire des Mavs de 2 points, mais une victoire quand même. Et donc, ça fait quand même plaisir. J'ai envie de vous poser tout de suite la question. Et je vais commencer par Quentin. Quand tu as regardé ce match hier soir, est-ce que tu espérais voir les Mavs gagner? Ou est-ce que tu t'es dit, s'il vous plaît, allez, Rizaché, s'il te plaît, fais gagner les Hawks. On a besoin d'aller chercher la loterie. Honnêtement, je suis entre les deux quand je regarde le match, en tout cas. Fondamentalement, ça vous le savez, hein, je suis plutôt dans la team tank, enfin je suis même carrément dans la team tanking. Cependant, quand je regardais le match, j'avais quand même comment dire, une partie de moi en voyant les joueurs qu'on avait alignés sur le terrain. Je voulais en fait que ça aligne et qu'on arrive à prendre l'avantage sur les Hawks, notamment parce que c'était une équipe en back-to-back qui est quand même pas mal affaiblie, et surtout que nous, c'était notre premier match où on avait enfin notre trio intérieur, c'est-à-dire AD, Lively et Gafford. Et j'avoue que j'avais envie quand même de les voir dominer, tout simplement. Donc, je dirais que j'avais cette pensée première qui était, bon, je vais regarder Lively, il m'a beaucoup manqué, j'ai envie de voir comment ça fonctionne avec AD, donc il faut que ça gagne. Par contre, clairement, là, quand ça allait pas trop bien dans le troisième, dans le quatrième, quand les Hawks menaient, et ben, honnêtement, ça me faisait pas grand-chose. Tu vois, j'étais en mode, bon, bah, de toute façon, on sait que cette équipe, elle a pas le niveau là pour aller loin en playoff. Et ben, qu'on perde et ça sera bien pour la team tanking. Donc, voilà, sur ce match en lui-même, j'étais entre les deux. Après, bon, au final, maintenant, on a gagné, c'est comme ça. Ça aurait été peut-être mieux, je pense, qu'on perde, parce que dans tous les cas, on dirait qu'on est parti pour finir 9 ou 10e. Donc, bon, ça changera pas trop l'issue du play-in. Par contre, ça pourrait changer la place de la draft, notre pick de draft pour les Mavs. Ouais, a priori, on est plutôt parti pour faire le play-in. Donc, quitte à faire ce play-in, allez, on y va. Il faut gagner. Il faut gagner. Moi, j'y crois. Écoutez, j'étais dans la team tanking il y a quelques matchs, et puis j'ai commencé à regarder les Mavs gagner. Ils en ont gagné 5 des 7 derniers matchs. Bien sûr, il y a eu cette défaite contre Brooklyn qui a été un peu catastrophique, mais globalement, ils ont fait des belles performances. Certes, pas contre des énormes équipes, mais quand même des belles performances avec
leurs remplaçants avec des two-way players. Et puis là, voir les titulaires revenir, voir l'infirmerie se réduire, ça fait plaisir. On a envie d'y croire. Et puis regarder le sport, honnêtement, en espérant une défaite, c'est pas très sympathique. Donc moi, écoutez, je suis passé dans la team play-in. Nico, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je suis toujours un peu mitigé en fait. Disons que j'étais clairement dans la team tanking et je n'ai pas le cynisme de Quentin, même si fondamentalement tu as raison. Je me positionne quand même plutôt avec l'idée que j'ai du mal à regarder les Mavs et espérer qu'ils perdent, malgré tout. Donc je suis quand même plutôt, je te rejoins pas mal dans tes commentaires, Barnab. Moi j'ai quand même plutôt à espérer que les Mavs gagnent des matchs et puis on verra où ça nous mène. Donc on vit la vie. Un match après l'autre, on verra, on n'est pas cynique, on verra où ça nous amène pour le play-in, puisqu'a priori maintenant, là, on se dirige quand même clairement vers le play-in, vu que ça gagne vraiment pas à côté de nous, et voir après ce qui nous amène. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir, moi, à voir les Mavs hier. Je dirais que l'infirmerie qui se vide, ça amène à penser que le projet de jeu, l'intention de jeu, ça commence un peu à se clarifier. Après, il y a des gros trous dans la raquette. Et quand je dis dans la raquette, c'est pas la raquette dans la peinture. Il y a quand même des gros trous dans la construction et l'équilibre de cette équipe. Mais je veux pas tout spoiler, on en parlera un peu plus tard. Non, mais imaginez que tout l'effectif revienne, à part Kyrie Irving, avec PJ Washington. Je vous rappelle qu'hier soir, il n'y avait pas PJ Washington. Hein, donc, PJ Washington, Gafford, Lively, bien sûr, AD. On a Caleb Martin hier qui était bon. On a Najee Marshall. On a Dinwiddie. On a quand même pas mal de bons joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas une micro-chance que face à OKC dans un premier tour de playoff, ça puisse leur poser des problèmes? Quentin. Ou Nico, vas-y. Ah, on a perdu Nico. Non, mais en gros, le fait que je suis un peu dans la team tanking, c'est le fait que si on est en play-in, on va être 9 ou 10. Et 9 ou 10, ça veut dire que tu vas affronter le premier, quoi qu'il en coûte. Tu peux pas affronter le deuxième. Et autant face à toutes les autres franchises de l'Ouest, je pense qu'on peut, comme tu dis, les embêter sans Kyrie Irving, c'est-à-dire aller en chercher 2. Pourquoi pas aller en chercher 3, tu vois? Et dans ce cas-là, ça peut être bien, ça peut être constructif pour le groupe, etc. Mais par contre, contre OKC, je vois pas un monde, sans Kyrie évidemment, où on mange pas un 4-0 ou voire un 4-1 s'il y a un match. En 2016, là, vous vous souvenez, enfin peut-être les anciens se souviennent, il y avait une série entre Dallas qui en fin de parcours et OKC de Westbrook, KD, etc. Un 4-1, mais le match qu'on prend, c'est le pire match en quart de finale, tu vois. À la limite, le meilleur scénario, c'est ça, c'est qu'on perde 4-1 face au OKC, mais je vois pas mieux que ça. Et je me dis que c'est peut-être pas très très constructif de prendre un 4-0 ou un gentleman sweep face aux Players. Donc, c'est une des raisons principales pour je suis dans la team tanking. En plus du fait qu'on l'avait expliqué dans la dernière émission, à partir du moment où tu participes au playoff, tu ne peux pas participer à la loterie. Donc en fait, ça nous ferait passer d'une place de draft entre 12 et 14 à une place de draft genre 16 ou 17, quelque chose comme ça. Donc mine de rien, ça fait perdre des rangs. Et perdre des rangs, tout ça pour prendre un 4-0 ou un 4-1, c'est vraiment ça où personnellement j'ai du mal et je me dis, c'est ça mes arguments en tout cas pour tanker. Et enfin, tu l'as dit un petit peu, Bard, mais les équipes qu'on a affrontées, là, on a un bon bilan depuis KD est revenu. Je crois que c'est genre 5-1 sur les 6 matchs qu'il a joué. Mais en fait, sur les 6 matchs qu'il a joué, on n'a aucune équipe qui a un vrai niveau playoff. L'équipe la plus forte, c'était Orlando, peut-être, quelque chose comme ça. Mais sinon, le reste, enfin, New York, on a perdu. Sinon, le reste, c'est des équipes qui sont très faibles. Donc, je pense que c'est un petit peu, j'ai oublié l'expression, mais tu vois, que l'arbre qui cache la forêt et qu'on n'a quand même vraiment pas un niveau qui permettrait de s'affirmer face à une grosse équipe. On verra face aux Clippers, face aux Lakers cette semaine, ça nous donnera un peu plus de billes. Mais je pense quand même qu'il y a un gap entre OKC et les autres franchises de l'Ouest. Et c'est dommage qu'on puisse pas affronter une autre équipe parce que ça aurait été cool, une série face à une équipe qu'on puisse embêter. Sans Kyrie, évidemment, parce qu'avec Kyrie, ça aurait tout changé. Après, la NBA, elle a créé le play-in pour une raison. Hein. Pour qu'un jour, l'équipe 9-10 batte l'équipe 1. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais pourquoi pas cette année. Allez, moi j'ai envie de voir le sport comme ça. Ouais, je dirais que la NBA, je trouve qu'elle a surtout créé le play-in pour réduire le volume d'équipes qui font du tanking.
C'est quand même, honnêtement, hein, c'est quand même plutôt le rationnel, hein. C'est plutôt d'avoir plus d'équipes qui ont des enjeux en fin d'année. Donc, et d'ailleurs, ça marche bien, parce que du coup, on a cette Oui, conversation. c'est quand même un gros point positif, hein, ce play-in en termes de limitation de tanking. Ça, faut quand même leur avouer qu'ils ont fait un très bon boulot là-dessus. Il y a 2 ans, Miami avait fini 8e. Ils avaient perdu le premier match de play-in. Ils avaient gagné le deuxième in extremis et ils étaient allés en finale cette année-là. Euh, je pense pas que ça soit le cas pour nos Dallas Mavericks si on finit face au Thunder, ou alors c'est que la semaine prochaine, chez Gilgeous Alexander, il se fait les croisés ou un truc comme ça. Hein, mais bon, parce que bon, ok, on les a battus 3 fois, mais c'était pas les mêmes effectifs, c'était pas les mêmes enjeux, et surtout, bah, on avait quand même un franchise player à la main. Là, je pense qu'on va en parler, mais c'est surtout hier, c'était criant le fait qu'on ait personne à la main à la création. Waouh, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur. Bah, alors justement, parlons de ce match d'hier soir. Ouais, bah Alors, c'est. ouais, vas-y, Nico. Non, bah c'est exactement ce que je voulais dire en fait, Quentin. C'est pour moi, effectivement, quand je parlais de déséquilibre d'équipe rapidement, c'est l'absence criante de meneur de jeu de premier plan. Arrêtez de me sortir des saucisses sur Spencer Dinwiddie. Je suis désolé, mais ok, il fait un match correct, il fait ses 10 passes décisives, mais on a un vrai problème, c'est que la création est dépendante de Spencer Dinwiddie, et ça, c'est pas un scénario dans lequel on devrait être. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt, là, on a clairement besoin d'aide sur ce poste-là, et moi, je trouve que l'absence de Brandon Williams, qui n'est que Brandon Williams, mais qui a quand même fait un très bon passage avec les Mavs au mois de mars, et d'ailleurs qui était sur le banc des Mavs hier soir, et qui est en partie interviewé par Mavs TV, et qui semble du coup très confortable dans cet effectif. Tu as l'impression qu'il est là depuis 2 ans là. Et ben, il manquait à fond, sa vitesse manquait, sa créativité manquait, la sûreté de ses passes manquait. Je nous trouve c'est le désert de Tatooine, quoi, le poste de meneur chez les Dallas Mavericks. Donc rien qu'avec ça, je nous vois mal barré quand même pour effectivement gagner des matchs en playoff. Et c'est un peu dommage. Donc je ne veux pas trop anticiper, mais en tout cas, on a un gros, gros problème à la création au poste de meneur. Et avec le retour de Derek Lively, on voit bien l'embouteillage dont je parlais la semaine dernière au poste de pivot. Là, maintenant qu'il est rentré, bah, c'est encore plus évident, quoi. Faut distribuer des minutes à Lively, Gafford et à un degré moindre, Kai Jones, qui sont tous pivots et qui peuvent jouer que pivot. Et en plus de ça, tu as Davis, qui a joué en 4, mais qui a un peu joué 5 aussi. Donc on a un énorme embouteillage dans la raquette. Bon, Ouais, alors, le poste de meneur aussi, on a Dante Exum, hein, mais malheureusement, il n'a pas aidé d'être sur le chemin du retour pour le premier tour de playoff. On n'a pas trop d'infos, hein, mais il y avait écrit out indefinitely. J'ai pas l'impression qu'il puisse être dispo, donc ça voudrait dire que sur un potentiel playoff, on aurait en fait Brandon Williams, Jaden Hardy, Spencer Dinwiddie en rotation au poste de meneur. Et autant Brandon Williams et Jaden Hardy hier étaient bons en créateur pour eux, enfin quand ils sont dans un bon soir, j'aime plutôt bien. Création pour l'équipe, j'ai un peu plus de retenue sur Brandon Williams, notamment par sa taille où il a une moins bonne vision de jeu, ce qui est normal. Voilà, ce qui fait que c'est pour moi de loin notre plus gros point faible, et ce qui fait qu'on n'aura pas on n'aura pas de chance dans une série de playoffs, et on va être aussi assez facile à contrecarrer pour les équipes adverses, car il va falloir se concentrer sur couper comme ça le meneur de jeu et laisser des joueurs qui sont moins confortables à la création, et ça nous portera préjudice. Hein. Un exemple qu'on a pu voir du match d'hier, c'est que alors qu'on avait un secteur intérieur bien plus fort, avec Gafford, Lively et Davis, face à une équipe d'Atlanta qui était diminuée en back-to-back, sans Clint Capella, enfin, euh, on n'a pas réussi à s'imposer vraiment, j'ai trouvé, à l'intérieur, notamment parce que offensivement, on avait du mal à nourrir nos intérieurs. On arrive à donner la balle à Davis en dehors de la ligne à 3 points, parce que c'est facile de donner une balle à un joueur en dehors de la ligne à 3 points, et après il devait se débrouiller pour driver au cercle, comme il l'a fait sur le quasi buzzer beater à la fin. Mais c'est des points tellement faciles si on arrive à nourrir notre intérieur sous le panier, et ça, on voit qu'on a quand même plus de mal que quand tu as un Kyrie ou feu un Luka qui attire les défenses, etc. Et ça nous fait trop mal. alors parlons de ce match d'hier quand même, parce que c'était
une victoire des Mavericks, 120 à 118. Une victoire, tu l'as dit, au buzzer beater, enfin à 3 secondes de la fin, un panier dans le clutch pour Anthony Davis. Anthony Davis, il a été très bon. C'est le match qu'il a, à part ce premier match où il avait joué 3 quarts temps, on avait été éblouis. C'est le premier match où il vraiment, il montre ses qualités, il montre que c'est un All-Star. Je rappelle ses stats, 35 points, combien de rebonds? Il en a 15 rebonds 15, et 15. surtout 5 contre. Donc il a été bon, c'est ce qu'on attendait de lui. Ça fait plaisir quand même de voir qu'il sort un peu de son marasme de ces derniers temps. Je sais pas si j'aurais dit marasme, mais j'aurais dit sur ces derniers matchs, on le trouvait un peu avec tu vois, de la retenue en tout cas, genre à 50%. Là, effectivement, on l'a vu quand même plus impliqué. Il joue même pas 30 minutes. Hein. Ça nous fait quand même dire que sur un match où tu le fais jouer un 4 team type playoff où il t'approche les 40 minutes, enfin voilà, c'est Anthony Davis et on n'est pas surpris qu'il peut sortir ce genre de match. Après, encore une fois, c'est Atlanta et c'est Atlanta en back-to-back est diminué, donc j'attends face à des grosses équipes. Mais il a assumé son rôle de franchise player de l'équipe, notamment quand on a eu notre coup de mou qu'Atlanta faisait un run. Bon, il a fait du bien. Et il y a moi une séquence que j'ai adorée, c'est là au moment quand Atlanta attaque sur la gauche de l'écran là et qui fait genre je sais plus 2 ou 3 contres en même temps. Enfin, après il hurle dans la salle, enfin il bombe le torse, etc. C'est quand même quelque chose d'extrêmement jouissif à voir. On va pas se le cacher. Moi, ce genre de séquence, ça me donne envie juste d'être la saison prochaine, que je puisse être vraiment à fond derrière les Mavs, d'avoir Kyrie, de savoir qu'il y a potentiellement des chances pour aller battre des plus gros. Parce que là, bah, honnêtement, j'apprécie à moitié en fait Davis parce que je sais que cette saison, voilà quoi, en fait, elle est déjà terminée. J'ai envie de le voir sur une équipe qui veut gagner, un Davis qui joue 35 minutes par match, entouré par ses autres joueurs, etc. J'ai adoré voir des passes de lui vers Derek Lively, etc. Non, franchement, c'était un beau kiff de voir Heidi cette nuit. Ouais, et puis on a aussi eu le retour de Derek Lively. Il a joué une quinzaine de minutes. Et puis de Daniel Gafford qui était aussi de retour. Il a déjà joué contre Brooklyn, mais là on a vu notre trio. Il manquait PJ Washington, mais on avait quand même un trio de gros qui a fait que la défense des Mavericks, à certains moments, elle était sympathique à voir jouer. Il y avait on peut utiliser cette taille à l'intérieur qui va être la nouvelle signature des Mavs. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu décris, Barnes, je suis un peu partagé en fait. Moi, je suis partagé parce que oui, c'est cool d'avoir toute cette rotation à l'intérieur. Je trouve que l'énergie de Daniel Gafford nous avait clairement manqué et là, on l'a revu en nettoyeur de cercle, en protecteur de cercle, à claquer des dunks à deux mains et crier comme un âne à chaque fois, ça nous manquait. Cool. Après, défense des Mavs, oui, excellente à l'intérieur, mais aussi incroyablement faible à l'extérieur. Euh, Enfin, Trae Young, qui est quand même un super joueur de basket, hein, c'est pas la question, mais il nous a fait la misère pendant au moins 3 quarts temps, mais d'une force, on réussissait pas à l'arrêter, en fait. Donc, je trouve vraiment que cette faiblesse extérieure, c'est quand même un vrai problème. Le seul joueur qui a semblé en mesure et qui semblait impliqué pour faire quelque chose pour un peu limiter les performances des extérieurs d'Atlanta Hawks, c'était Caleb Martin. Le reste, franchement, je trouve qu'il est laissé jouer en fait. Je trouve qu'on a un décalage de force intérieure, vraiment de grosse domination de taille, et je le trouve mais faible au possible en défense extérieure. Et je trouve que c'est encore plus marquant. C'est les Atlanta Hawks en face, hein, en back-to-back, comme tu as dit, Quentin. C'est pas non plus, c'est pas le gratin de la NBA. Hein. C'est vrai que Najee Marshall, je trouve qu'il est un peu effacé. Najee Marshall, on attend quand même de lui qu'il puisse apporter aussi une bonne défense sur l'extérieur, sur des postes 2 des postes 3. Je le trouve un petit peu effacé ces derniers matchs. Après, on sait aussi que P.J. Washington, il va pas défendre sur le meneur, mais il peut être quand même bien efficace sur certains extérieurs. Donc, bon, son absence nous manquait. Mais bon, ça reste quand même ouais, un des points faibles, le point faible de la défense des Mavs aujourd'hui, c'est clairement ce secteur-là, et c'est pas avec du Dinwiddie, du Hardy ou du Brandon Williams que tu vas pouvoir en fait avoir
a une bonne défense, notamment sur les postes 1. Donc ça sera un point à travailler l'an prochain, parce que même si Kyrie n'est pas fondamentalement mauvais, il reste limité par son physique, sa taille, etc., sur certains aspects défensifs. Ouais, je voulais justement qu'on parle un peu de Caleb Martin, parce que c'est aussi un match un peu nouveau pour lui, puisqu'il a performé, on va dire, par rapport aux autres matchs. On l'avait il était un peu absent, on le voyait pas trop, et là finalement il a un peu brillé. C'est grâce à lui, comme tu dis, Nico, qu'on a pu un peu stopper Trae Young, hein. Au départ, les Mavs essayaient des prises à deux sur lui pour l'arrêter. Ça marchait pas trop, et finalement après ils ont dit à Caleb, c'est à toi de l'arrêter. Ça a un peu marché. Donc très intéressant, Caleb Martin sur ce match. Est-ce que c'est comme ça qu'il va être utile pour les Mavericks à l'avenir? On va pas le voir dans les stats, hein. Finalement, quand tu regardes Caleb Martin, tu regardes ses stats, 8 points, pas une passe, c'est pas ouf, mais c'est défensivement qu'on va avoir besoin de lui. Bah, moi, je comprends beaucoup mieux, au travers du match d'hier soir, pourquoi on a pris Caleb Martin. Je trouve que dans sa position un peu all-around, capacité à défendre sur pas mal de profils différents, et notamment sur des lignes arrière, les longs bras, les longs segments qu'il peut avoir, et combien il a pu gêner les passes, gêner les tirs, avec beaucoup d'énergie, bah là, ça transparaissait, et c'était clairement manquant. Et je trouve il a fait partie des joueurs qui ont complètement changé à un moment la situation du match. Comme tu l'as dit, il a contribué à pas mal de stops. J'ai trouvé super intéressant. Donc effectivement, dans les stats, ça se voit pas énormément. Par contre, dans l'attitude, je trouve qu'il a vraiment montré une attitude de leader défensif. Et ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je suis d'accord avec toi, Quentin. Najee Marshall était un peu en dedans hier soir. J'ai pas kiffé, alors que j'aime beaucoup le profil habituel des deux côtés du terrain de Najee. Là, je trouve que Caleb Martin a très bien joué ce rôle-là. Et donc, du coup, il m'a réjoui là, hier soir. Vraiment, j'ai hâte de le voir répéter un peu des performances comme ça, parce qu'on a vraiment besoin d'un joueur de ce profil-là. Oui, quelque chose que je note sur Martin, mais c'est vraiment purement esthétique, ses lancers francs, ils sont mais plats, c'est une dinguerie. Je crois que j'ai rarement vu un joueur où il y a une courbure aussi peu élevée quand il tire des lancers francs. Ça m'a un peu choqué. Après le reste, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je reste quand même, je vais pas dire sur ma faim, mais je demande d'en voir plus, notamment en termes de régularité, pour venir à dire que je suis prêt à comprendre ce trade, et à dire que je suis OK pour moi d'avoir tradé Quentin pour Caleb Martin. Mais on a un début de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on veut qu'il sorte du banc. Là, il a joué 27 minutes, c'est trop. Il faudrait idéalement, il en joue moins, mais pour peut-être mettre plus d'énergie, etc. Mais effectivement, dans l'idée, c'est ce qu'il a proposé hier soir. C'est ce qu'on veut avoir. Donc, si on peut arriver à combiner ça plus le Max Christie qu'on avait plus sur le début, son premier mois à Dallas, parce que là, depuis quelques matchs, il est quand même, c'est pas ça, Max Christie. Si on arrive à avoir Martin et le Max Christie du mois de mars, on va dire, enfin février-mars, ça peut être vraiment intéressant en sortie de banc. Et au contraire, par contre, je trouve que c'est quand même bien ce que Jaden Hardy a proposé hier. On avait du coup un banc qui a bien apporté, donc par le biais de Martin, de Hardy, et aussi, tu l'as dit Nico, de Gafford et de sa légendaire énergie. Ça nous a donné un bon second souffle, et on l'a bien vu dans ce match. Donc ça, c'était quand même à noter, parce qu'on sait à quel point c'est un courant alternatif avec Hardy de temps en temps. Donc il faut dire quand c'est bien, parce que là, c'est le cas. Et un dernier joueur que vous n'avez pas cité, c'est Klay Thompson. Moi, je trouve que depuis quelques matchs, même pas mal de matchs, hein, depuis plusieurs mois maintenant, il prend ses responsabilités, et il est plutôt bon. Hier, il a été bon, efficace, on va dire, avec ses 17 points. Et puis son pourcentage au tir, notamment à l'extérieur, 55% à 3 points. Il est quand même sympathique à voir jouer. Son tir extrêmement rapide peut sauver les Mavs de certaines situations. Et je trouve qu'il prend ses responsabilités en termes de leadership également dans l'équipe. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ouais, leadership, je sais pas, mais en tout cas, c'est une autre facette du jeu des Mavs et on n'a pas vraiment de spécialiste de shoot à 3 points en dehors de Klay Thompson aujourd'hui. Et c'est clair qu'il est sur une bonne lignée, il est en confiance et il fait beaucoup, beaucoup de bien. Le problème qu'il a, je pense qu'on parlait des déficiences au poste de meneur, bah, il pâtit aussi de ça. Alors, ils l'ont aidé quand même à travers des jeux d'écran à avoir des positions et heureusement qu'il dégaine rapidement. Mais il fait un très bon match et il fait un très bon match en sachant qu'on l'aide pas beaucoup, je trouve. Donc vraiment bravo à lui parce que il n'est pas mis dans des conditions idéales vu le profil de joueur qu'est Klay Thompson aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que leadership, je sais pas trop parce que je te trouve pas forcément très présent vocalement pour l'équipe, etc. Cependant, ce qui est sûr, c'est que ça fait quand même pas mal de matchs que je trouve qu'il fait le taf pour lequel on l'a récupéré cet été. Et mine de rien, quand tu regardes ses stats sur toute la saison, donc on parle dans une saison où globalement il y a eu beaucoup de matchs où il jouait avec au moins un des deux franchise players en moins, et récemment, bah, sans aucun des deux franchise players. Donc je parle de Luka Ekari, pardon, donc à la main. C'est-à-dire qu'il a fait quand même beaucoup de matchs sans vrai meneur. Et bah mine de rien, il nous fait une saison à 39% et demi à 3 points. Donc c'est ce qu'on avait dit dans la preview. On avait dit, bah, on attend de lui qu'il nous fasse un 39-40% à 3 points, qu'il nous mette sa quinzaine de points. Moi, c'est plus défensivement où du coup, je suis quand même un peu déçu de lui cette année parce qu'on a senti qu'il se sentait moins concerné, un peu. Enfin, on en a parlé plein de fois dans le podcast, mais en mode je suis champion, je vais pas me donner pour de la saison régulière. Par contre, globalement, faut que j'avoue que ces derniers mois, j'aime quand même bien. Il y a une meilleure régularité et puis ben, il montre que il satisfait les raisons pour lesquelles on l'a pris. Hein. Donc en l'état, moi, il n'y a pas de raison en fait de vouloir en tout cas dégager Klay Thompson cet été ou quoi. Voilà, sa réponse c'est quand même plutôt positif ce qui est proposé dernièrement avec pas mal de matchs à 50% ou quoi. Donc ça c'est bien, c'est à noter. Donc tu as raison d'en parler, Bern. Bon, alors parlons de ce problème à la main. Vous en avez parlé un peu au début du podcast. Mais effectivement, on a un problème. On n'a pas de meneur, on n'a pas de. À part donc Dinwiddie, c'est lui notre meneur. Vous avez été très dur avec lui encore une fois au début de ce podcast. Quand même, 10 passes. Et quand même, c'est lui qui est chargé d'organiser l'attaque. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, on a l'impression que les Mavs ne savent pas comment s'organiser. J'ai l'impression qu'il a eu les instructions de Jason Kidd et que c'est le seul qui sait quoi faire dans quelle situation en fonction de ce qu'il voit dans la défense. Est-ce que je me trompe quand je dis que finalement, bon, il est peut-être pas très adroit, il prend parfois des tirs un peu précipités, mais c'est lui notre organisateur sur le terrain. Ouais, t'as raison, Barn, mais après, c'est là, justement, c'est bien le problème qu'on a. On a une Dinwiddie dépendance à la création. Je disais à Quentin, cette phrase est complètement folle. Une Dinwiddie dépendance. Mais bon, van à part, effectivement, il est beaucoup trop seul à la main. Moi, je lui reproche pas forcément grand-chose dans la création, en fait. C'est pas forcément, moi, dans le déchet, passe décisive, balle perdue. Ce qui m'agace encore chez Dinwiddie, j'ai encore vu hier soir, ça me rend ouf, c'est ces moments où il prend 20 secondes à dribbler sur place et puis il la balance à 1 seconde de la fin à un mec qui se retrouve avec un saucisson et dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ou lui-même qui balance un truc qui sert à rien. Donc je trouve des moments où je sais pas parce qu'il a besoin de souffler sur le banc ou quoi, mais il est parfois très lucide et parfois mais t'as l'impression qu'il est pire que Jalen Hardy quoi. L'impression il a 2 bandeaux sur les yeux et il voit plus rien dans le jeu. Donc je suis partagé en fait. Effectivement, c'est notre meilleur créateur, mais c'est bien le problème que ce soit notre meilleur créateur. On a besoin d'une alternative et je trouve qu'on ne devrait pas être si dépendant de Dinwiddie à la création. Alors, En fait, ouais, le premier, enfin, je sais pas si on peut dire le problème avec Dinwiddie, mais euh, on va dire que c'est lui la cible, on va dire, de nos frustrations, etc. Parce que effectivement, il y a certaines fins de possession, comme tu dis, Nico, où il y a ces trucs où il t'envoie des saucisses et tout, tu cries, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est le fait qu'on n'a pas de solution à la main. Nos meneurs, ils sont blessés ou ils ont été tradés, et on se retrouve avec juste Dinwiddie qui est disponible. Faut pas oublier que Dinwiddie, c'est donc, on l'a dit plein de fois, c'est un contrat minimum. Donc déjà, en fait, le taf qu'il arrive à faire pour un contrat minimum, c'est
j'ai envie de dire inespérés, parce que des contrats minimums qui font des matchs comme ça, avec 10 passes D, etc. en NBA, il y en a pas beaucoup. Mais en fait, on lui demande beaucoup plus que ce qu'on devrait lui demander. C'est juste ça le problème. Et donc, du coup, on est frustré parce qu'il propose, mais c'est vrai que des fois, il n'arrive pas à trouver la solution. Et comme c'est lui qui a la balle en main, bah, c'est lui qui lance la saucisse. Mais tu vois, si c'était Najee Marshall qu'on mettait à la main, et ben, en fait, il y aurait aussi plein de moments où il n'arriverait pas à trouver la solution parce qu'il n'a pas la vision de jeu d'un Kyrie ou d'un Luka. Et des fois, quand tu n'as pas la solution, bah, il vaut mieux prendre un tir que perdre la balle. Et il prend ce tir et ça donne ces moments qui sont frustrants. Mais globalement, ces pourcentages sont pas dégueux vu le contexte qu'il a, c'est-à-dire qu'il est le seul créateur, hein, dans l'équipe. On va dire que ouais, c'est quand même vraiment bien de l'avoir parce que sinon ça serait encore plus un cauchemar. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas dans Exam actuellement pour le soulager là-dessus. Et puis bon, on verra, hein. De toute façon, ça va être un questionnement de tout cet été que le front office va avoir. Ça va être à quel point est-ce que Kyrie Irving va revenir vite ou pas. Et s'il ne revient pas vite, quelle est notre solution? Vers quoi est-ce qu'on va se pencher? Est-ce qu'on va aller chercher un Chris Paul ou est-ce qu'on va aller chercher un jeune meneur? Je sais pas. Mais ça va être clairement la question centrale, je pense, de cet été, voire même avant. Ça se trouve, le trade se fera à la draft. Bien, t'es un bon temporisateur, Quentin, t'as raison, je m'acharne un peu sur Dinwiddie, mais je devrais plutôt dire que c'est notre meilleure solution et c'est plutôt un problème d'équilibre d'équipe. C'est plutôt, Mhm. il Ouais. se retrouve du coup dans une position qui ne devrait pas être la sienne, qui est responsable de beaucoup trop de choses, particulièrement pour un contrat minimum. Et j'avoue que moi, j'ai jamais vraiment vu Dinwiddie sur un poste 1. J'ai quand même du mal à le percevoir sur ce poste-là. Mhm. Et une nouvelle fois, il est tout seul. Enfin, tu as parlé de Jalen Hardy un peu en créateur. Bon, créateur pour lui-même, Jalen Hardy, je veux dire. Il y a une certitude avec Jalen Hardy, quand tu lui files la balle, tu es sûr que tu vas jamais la revoir, hein. Concrètement, Mhm, tout à fait. c'est un vrai problème. Bon, un Tout à fait. petit. On a vu que Dinwiddie, là où il était le plus intéressant à Dallas, bon, ça commence à dater, donc on est les plus vieux, mais c'était sur l'année 2020, pardon, après le trade de Washington, où en fait, il était toujours poste 2. Il avait à côté de lui soit Brunson, soit Luka, et là, il était créateur secondaire. Et là, c'était excellent, c'était vraiment excellent. Même si aujourd'hui il est plus vieux, je pense qu'il pourra toujours être intéressant sur ce rôle-là quand Kyrie sera revenu, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme si ton gardien 1 et ton gardien 2 étaient blessés, et du coup, c'est ton gardien 3 qui joue jamais, qui se retrouve titulaire pour un match de Ligue des Champions, tu vois. Et du coup, bon, bah, les lumières sont un peu trop fortes pour lui, mais c'est la seule chose qu'on a, quoi. Donc, c'est un peu ça le problème, et j'avoue que il est injustement, je pense, la cible un peu de la frustration de beaucoup de fans de Dallas, moi y compris, je plaide coupable. Bon, je tenais quand même à saluer Mister Jaja 14 qui nous rappelle très souvent sur les commentaires YouTube que nous sommes très durs avec Dinwiddie. J'espère que là, on a été un peu balancé, hein, qu'on a été objectif sur ce qu'il apporte à Dallas et on a vraiment besoin de lui dans ces 5 derniers matchs de la saison. J'ai envie de parler là de peut-être le 10 avril. Il me semble que les Mavs vont devoir faire un choix. Ils vont peut-être signer un nouveau joueur. Quentin, explique-nous comment ça se fait qu'on va signer un joueur si tard dans la saison. En gros, c'est des limitations qui sont toutes liées au contrat, c'est des choses qui sont compliquées. C'est en fait lié à deux choses. La première chose, c'est que les two-way contracts, donc les joueurs qui peuvent naviguer entre l'équipe de G-League et la NBA, ils ont un nombre maximum, pardon, de matchs qu'ils peuvent jouer avec l'équipe. Et jouer, ça veut juste dire que tu es déclaré sur la feuille de match. Je crois que c'est 50 la limite. Et Brandon Williams a déjà atteint cette limite. Et Kai Jones va bientôt l'atteindre, il me semble, parce que ça concerne tous les matchs de la saison sur toutes les équipes NBA. Et donc, une fois qu'ils ont atteint cette limite, ils ne peuvent plus jouer en NBA. Donc, on peut se dire, on a qu'à les signer au minimum. Et le problème, c'est que les équipes qui sont au-dessus de la luxury tax, comme c'est le cas des Mavericks actuellement, ont des limitations qui leur sont imposées pour en fait équilibrer un peu entre les équipes qui ont des très hausses masses salariales, celles qui en ont moins. Du coup, on est limité. Et parmi les limitations, c'est qu'on ne peut pas signer de nouveaux types de joueurs jusqu'au 10 avril. Donc en fait, c'est juste pour nous permettre d'avoir un joueur pour les playoffs, mais au moins pour la fin de saison régulière, on ne peut pas les signer là. Voilà. Donc à partir du 10 avril, on pourra effectivement effectuer ces signatures pour envisager donc pour un play-in et éventuellement un premier tour de play-off, d'avoir à nouveau ces joueurs
qui soit disponible. Ça sera à partir du 10 avril, effectivement. Alors, a priori, il y aurait 2 joueurs qui pourraient signer. Ça serait soit Kai Jones, soit Brandon Williams, 2 joueurs qui ont vraiment bien joué ces derniers temps. Nico, si tu étais Nico Harrison, lequel est-ce que tu signerais? Si j'étais Nico Harrison, je démissionnerais. Non, c'est juste pour la punchline. Oui, bien. Non, forcément Brandon Williams. J'ai rien contre Kai Jones. Je partage le constat que tu fais sur le bon passage de Kai Jones. D'ailleurs, je trouve qu'on a vraiment été assez heureux dans ces sélections de two-way. Je trouve que Kai Jones a lui aussi montré beaucoup de bonnes choses, notamment offensivement. Dans la pénurie qu'on avait de pivot, il a montré pas mal de bonnes choses. Et je lui souhaite aussi d'ailleurs d'avoir un contrat l'année prochaine. Avec le talent, la taille, le physique qu'il a, je lui souhaite de trouver une équipe NBA. Après, comme on l'a dit, on a une telle déficience au poste de meneur. Pour moi, c'est un non-débat. Enfin, c'est un choix qui doit être fait en claquant des doigts. C'est forcément Brandon Williams, qui, je trouve, globalement, a été vraiment intéressant au mois de mars, dans un contexte particulier, mais il est quand même à 16 points. Il fait 5 ou 6 passes par match. Il est très juste. Moi, c'est surtout ce que j'apprécie. Je le trouve très juste dans ses choix à la passe et à la création. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais il a un ratio passe décisive, passe perdue qui est très positif. Et comme on disait, le désert à la main des Mavs, c'est un choix facile à faire. Hein. On a clairement besoin de renforcer le poste 1 et c'est un candidat tout désigné. Mais imaginez. Oui, puis aussi, on a un embouteillage. Hein. On a un embouteillage monstre de l'autre côté. En fait, c'est vraiment la question la plus simple à répondre au monde parce que d'un côté, on sait déjà pas comment donner nos minutes entre AD, Lively et Gafford, et de l'autre côté, on a personne. Donc effectivement, la question sera vite répondue, comme on dit. Par contre, c'est pas impossible que cet été, si il est prêt, enfin on avait parlé au dernier podcast, peut-être que les Mavs le signeront s'il accepte un minimum, mais bon, vu nos besoins en poste 5 et vu ce qu'il a proposé, je pense qu'il pourra obtenir plus ailleurs, donc il devrait continuer sa route ailleurs en NBA. En tout cas, on lui souhaite parce que ce qu'il a proposé ici, c'était professionnel. Donc merci pour les travaux, Kai, et puis qu'il continue comme ça en NBA. En fait, j'allais proposer l'autre option, c'est de signer Kai Jones pour pouvoir ensuite trader Gafford avec le pic et aller chercher un meneur de talent juste pour nous faire patienter avant l'arrivée de Kyrie Irving l'année prochaine. Non, mais en fait, la signature, c'est juste sur la saison en cours. Donc, en fait, tu peux totalement signer Brandon Williams juste pour la fin de saison. Ça, c'est pas un souci. Par contre, pour le trade, ça sera pas possible normalement. Ok, c'est clair. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du dernier événement là, dans cette saison régulière pour les Mavericks. C'est le match de la semaine prochaine contre les Lakers à l'American Airlines Center. Donc, c'est un événement, évidemment, parce que ça va être le retour de Luka Doncic à Dallas. Qu'est-ce qu'on attend de ce match? Quentin? Bon, j'imagine que tu vas le regarder. Est-ce que c'est juste sportif ou est-ce qu'il y a plus que ça pour cette soirée contre les Lakers? J'ai presque envie de te dire que c'est même l'inverse. Il n'y a pas beaucoup de sportifs et il n'y a que tout le reste. Alors, plusieurs choses. De un, évidemment, que j'ai regardé. Et je pense que beaucoup de fans de Dallas qui n'ont pas regardé un match depuis le 2 février, et il y en a beaucoup, je m'en suis encore rendu compte sur Twitter, je pense que beaucoup vont se lever ce match-là et uniquement ce match-là. Donc ça va déjà être un moment assez fort entre fans. Deuxième chose, j'attends de voir si Nico Harrison va venir au premier rang ou pas, ou s'il va se cacher dans les tribunes, voire ne pas venir du tout, parce qu'il sait que les caméras vont être sur lui. S'il est au premier rang, on peut avoir un moment, mais all-time en NBA, où t'as Luka qui nous met une branlée et qui regarde Nico Harrison à chaque panier. Ça peut être vraiment un truc de fou. Ça va être très très fort en émotion. Qu'est-ce que les Mavs vont choisir en termes de tribute, donc d'hommage? C'est un minimum qu'il y ait une vidéo, mais en fait, d'un autre côté, on sait que les Mavs, ils étaient, vous vous souvenez de ces trucs, ils voulaient pas que les gens portent des t-shirts, ils ont enlevé Luka, des affiches, etc. Je me demande à quel point il va avoir un contrôle, mais honnêtement, je pense pas. Je pense que l'hommage va être énorme. Et du coup, quatrième chose, regardez comment les fans se comportent dans la salle, ça va être un truc de fou. Quand il va avoir l'appel au moment de faire les 5 de départ des Lakers, ça va être exceptionnel. Et puis dès qu'il va scorer, je pense vraiment que tout le monde va crier, tout le monde va être à fond pour lui. Et enfin, le dernier truc que je vais regarder, c'est Luka. Il y a moyen, enfin,
comment il va être. Ça va être compliqué, honnêtement, je m'attends pas à un gros match de sa part, parce que je pense que l'émotion va prendre le dessus, et qu'il va nous sortir un match comme on les connaît, à 25% au tir, tu vois, ce genre de truc. Mais j'avoue que si l'émotion commence à le prendre, et que je sais pas, pendant pendant qu'il est présenté dans la starting lineup, il commence à avoir la larme à l'œil ou quoi, moi je vais aussi être très friable, hein. Il y a moyen, je vais pas mentir, que j'ai aussi beaucoup d'émotions à ce moment-là. Voilà. Et puis en aparté aussi, j'ai hâte de voir ce que AD va proposer. Je pense que lui va nous faire un match très très sale, par contre, parce qu'il a envie un peu de faire fermer des bouches. Et lui, il va rester dans le sportif, tu vois. Il sait que le match va être regardé par l'intégralité du pays. Ça va être notre dernier match diffusé nationalement. Bref, c'est un match qui est immanquable pour toutes les raisons que j'ai dites. Et nous, on fera un podcast de débriefing dès que possible après, parce que c'est sûr qu'il y aura des trucs à dire. Et je rappelle que c'est le premier match où on fait une preview. D'habitude, on commente les matchs une fois qu'ils sont terminés. Là, c'est la première fois qu'on commente un match à venir. Nico, toi aussi, est-ce que tu vas regarder un peu le sportif, ou c'est plutôt pareil que Quentin, de l'émotion? Moi, ça va clairement être un match exceptionnel. Donc, évidemment, je vais regarder ça avec grande attention. Par contre, je vois une grosse performance de Luka. Je vois Iceman Luka. Iceman, c'est d'actualité en plus. Je sens que, au contraire, évidemment qu'il va être surmotivé, et je pense que c'est une des grandes qualités globalement de Luka, c'est dans les événements et les matchs qui comptent, de pas trembler. Et celui-là, il est sans aucun doute hyper important à ses yeux, et je suis certain qu'il va faire un énorme match. J'aime bien l'idée que tu décrivais, Quentin, de le voir au premier rang, regarder dans les yeux Nico Harrison. Je ne sais pas s'il sera là, mais Nico Harrison, il sera pas là, c'est pas possible. en tout cas, je suis sûr que les paniers qu'il va marquer, ils seront envoyés à une personne très précise. Il n'y a pas beaucoup de doute sur le destinataire du carton qu'il va vouloir nous mettre. Et je pense honnêtement du carton qu'il va nous mettre. D'ailleurs, accessoirement, la faiblesse extérieure qu'on décrivait là sur notre match précédent, là, il va se régaler, l'ami. Hein. Il va se régaler, l'ami Luka. Hein. Je pense que... Je pense qu'on va lui mettre P.J. Washington dessus. Enfin, on va essayer d'avoir P.J. Washington, parce qu'au final, Luka, quand il veut avoir quelqu'un sur lui en défense, il fait des switches, il arrive à tout. Je pense qu'on va mettre en première lame P.J. Mais bon, en tous les cas, c'est des mecs qu'il connaît par cœur, donc ça risque d'être un peu un carnage. Moi, je pense que la vraie question, c'est est-ce que vous avez envie que Luka fasse un carton ou pas? Et ça, je pense, c'est une question qui va peut-être diviser la fanbase. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a une majorité de gens qui ont envie de voir Luka performer, mais vraiment nous mettre une fessée, hein, s'il faut. Et honnêtement, hein, en mode digne représentant de la team tanking, si Luka il peut mettre une masterclass et qu'on perd le match, honnêtement, je serais content. Alors, le scénario idéal, tu vois, c'est qu'on gagne le match, parce que j'ai quand même envie qu'on gagne le match contre les Lakers, mais que Luka brille, qu'il nous mette un carton. Alors, en matant le match hier contre les Hawks, je me rappelais des 71, 72, j'ai oublié maintenant, 72 73. 73. Je dis pas qu'il va marquer 73, mais en tout cas, qu'il fasse un énorme carton, qu'il nous en mette au moins 45, et qu'il envoie un message, mais qu'on gagne quand même ce match. Donc le message soit bien envoyé au front office, qu'il ait droit à un hommage du public avant le match, pendant le match et après le match, et qu'il réponde à cet hommage avec un match de géant, avec un match du joueur qui peut être. Mais j'aimerais bien qu'on gagne quand même, parce que j'ai quand même envie, malgré tout, moi, qu'on fasse les play-in, et je sais pas ce qui se passera, mais en tout cas qu'on gagne les matchs et qu'on aille le plus haut possible. Après, on se prendra peut-être 4-0, mais bon, peu importe. En tout cas, ça risque d'être un gros carton offensif, parce que de l'autre côté, les Lakers, leur grosse faiblesse défensive, c'est l'intérieur. Il y a moyen que AD vraiment se régale, il aura moins de pression, je pense. Il y a moyen effectivement qu'on ait un double carton des deux stars, des deux protagonistes principales de ce trade, pour un match qui rentre peut-être dans la légende. On l'espère, quoi. Vivre en tout cas des émotions, ça je pense qu'on en aura. En tant que digne représentant de la team play-in, j'ai quand même envie de voir Luka faire un gros match, parce que mine de rien, même dans le scénario le plus fou de voir, allez, imaginons que Dallas fasse le play-in, se qualifie en playoff, batte OKC, ça me ferait quand même chier de voir que Nico Harrison pourrait dire: vous voyez, je vous l'avais dit. Donc, il y a ce côté-là qui quand même en moi, même dans la team play-in. Et donc, j'ai envie de voir Luka Doncic faire un énorme match. Et puis que Nico Harrison reste chez lui ce soir-là. On n'a pas besoin de lui.
On attend avec impatience ce match. Ça sera donc le 9 avril et c'est 7h30 heure de Dallas, donc c'est 1h30, il me semble, Quentin. 2h30. Ouais, c'est ça. Non, ça va être immanquable. Et puis moi, honnêtement, j'ai aussi hâte de revivre un moment avec tous les fans qui sont ensemble, parce que c'est vrai que je l'ai perdu et c'est normal, les gens qui se lèvent pour regarder les Mavs, et je pense vraiment que là, ça va le faire. Un petit peu comme une promo qui se retrouve 10 ans après. Je pense il va avoir un peu cet effet où les gens vont se lever à nouveau pour regarder le match. Ça va être cool. Et puis c'est un de nos derniers gros moments de l'année à venir. Donc, ouais, j'ai très hâte. Il reste 5 matchs sur le calendrier, une double confrontation contre les Clippers à Los Angeles, puis en back-to-back, puis donc ce match contre les Lakers, ensuite Toronto et Memphis, donc vraiment c'est la fin de la saison, 5 matchs, on va les jouer, il faut profiter quand même, hein. C'est pour ça qu'on regarde le sport, c'est pour ça qu'on aime le basket, il faut qu'on regarde ces matchs en ayant envie de voir les Mavs gagner. De toute façon là, en termes de loterie, on va pas aller plus haut. Et puis en termes de play-off, la 9e place, on va pas pouvoir faire mieux. Donc il faut juste profiter de ces matchs-là et essayer parce que la saison est bientôt terminée, mine de rien. Ouais. C'est pour ça que peut-être le dernier match il va pas compter, parce que les rankings ils seront fixés. Donc le dernier face à Grizzlies, aux Grizzlies qui est à 21h30 en France, il va sûrement servir à rien, et on saura qu'on va affronter les Kings ou les Suns. C'est un peu la vraie question, et savoir si on les affrontera à domicile ou à l'extérieur. Et après, le dernier gros match, ça sera le mercredi de la semaine d'après, d'un nuit de mercredi à jeudi, où il y aura le match de play-in numéro 1 et, s'il le faut, 48 heures plus tard, le match de play-in numéro 2. Le grand enjeu pour moi, là, parce que là, tout semble comme relativement figé, enfin, sauf cataclysme, tout semble à peu près écrit. La grande question, c'est si on gagne le match 9-10, et je pense qu'on doit gagner ce match, c'est quelle équipe on va affronter. On regardait avec Quentin là, tout à l'heure, combien ça peut être incroyablement serré entre 6, 7, 8. C'est vraiment, ça se joue à un match, même 5 aussi, tu peux de bêtises. Ça se joue, Oui, c'est ça. vraiment à un match près, donc c'est vraiment très curieux de voir quelle équipe va jouer les Mavs, en sachant qu'on a des bons candidats en face. Enfin, j'avoue, j'ai pas vraiment envie de taper les Wolves, les Warriors. Enfin, c'est très très serré, donc très curieux de voir qui on va avoir le plaisir de jouer du coup si on passe le premier tour de play-in. Oui, donc ça se joue entre les Grizzlies, les Clippers, les Minnesota Timberwolves et les Golden Warriors. State Warriors. Parmi toutes ces équipes, laquelle vous pensez que les Mavs ont une chance, ont la meilleure chance de passer? Les Grizzlies, sans aucun doute. C'est de loin pour moi l'équipe la plus friable, la moins professionnelle et la moins prête, la moins expérimentée aussi des 4 qu'on a donnés. Ils vont vraiment pas bien en ce moment. Ils ont des joueurs qui n'ont pas l'air très concernés. Donc sans aucun doute les Grizzlies de mon côté. 100% d'accord avec Quentin, pour une fois. J'avoue que le renvoi de Taylor Jenkins à ce moment-là de la saison, ça reste quand même, je sais qu'il y a des raisons, mais en fait, ça reste quand même point d'interrogation pour moi, ou choix très étrange, on va dire. J'ai pas du tout envie de jouer les Warriors, et j'espère vraiment qu'on tapera Memphis. Après, c'est pas gagné, hein, Memphis, hein, mais en tout cas, parmi les équipes que tu as pu citer, j'ai pas du tout envie de jouer les Clippers non plus. Ça serait quand même un meilleur choix. Mais en tout cas, ça sera un match intéressant. Ce sera vraiment un match intéressant. Et contre les Kings ou les Suns, vous êtes confiant? Bon, les Suns, franchement, c'est deux équipes, donc c'est le marasme absolu. Et les Suns, c'est encore pire, encore plus avec la blessure de KD. Pour moi, j'imagine pas une seule seconde les Suns choper la dernière place du play-in, la 10e. Hein. Je pense qu'ils vont gentiment anticiper les vacances. Ils vont rester à la 11e. Hein. Ouais, les Kings, c'est bien nul, hein, quand même. Hein. Donc on a quand même une compétition entre deux nullards. Ça m'étonnerait pas que, sur un malentendu, les Suns finissent devant, parce qu'ils ont même pas leur pic. Enfin, je sais pas. Pour ça, on verra. Mais effectivement, pas trop d'inquiétude sur ce match-là, même si sur un match, évidemment, tout peut se passer. Je pense que j'ai moins d'inquiétude pour Phoenix sans KD que d'ailleurs pour les Kings. Parce qu'il y a quand même des joueurs qui peuvent prendre feu, comme DeRozan ou Lavine. Et voilà. On parlait juste un dernier mot, on parlait des franchises qui vont exploser cet été en parlant des Suns. Je sais pas quel est le projet sur les Kings, mais j'ai quand même du mal à croire que ça peut continuer comme ça éternellement. Hein. En termes de franchises qui vont exploser,
Ouais. L'expérience Sabonis, c'est ce qu'on doit continuer. DeRozan, point d'interrogation. Ils ont récupéré Zach LaVine une nouvelle fois, encore une fois. C'est un mauvais fit avec LaVine. Cette équipe, grand point d'interrogation. Ça parle de fin de projet, Sabonis qui demandera un trade, effectivement, si rien ne bouge cet été. Enfin, bref. Pauvres fans des Kings, ils ont quand même pas de chance, eux. Merci les gars pour l'émission. On se retrouve la semaine prochaine après ce match contre les Lakers. On a hâte, hein, c'est le dernier gros événement de la saison. D'ici là, envoyez-nous vos commentaires sur YouTube. Dites-nous si vous êtes dans la team play-in ou si vous êtes dans la team tanking. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Salut tout le monde, Salut. merci.